Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. À nouveau Vincent Gann cet après-midi, émission Wall Street Insider. Bienvenue, des statistiques américaines. Nous en avons eu en début d'après-midi. L'indice de la Fed, alors, un indice manufacturier de l'Empire State de New York, enfin bref, bon, un indice avancé manufacturier qui a eu tendance finalement à soutenir un peu le dollar US, mais globalement par rapport à ce que nous avons proposé ce matin, la stratégie de rebond sur l'euro-dollar a plutôt bien fonctionné. Alors on a testé 1,1440 qui était une cible qui avait été évoquée ce matin dans l'émission Good Morning CAC 40 dans le morning meeting. Quelle sera la suite des événements? Eh bien, il va falloir justement la briser cette résistance si le marché veut rejoindre les 1,15 $. On va parler du CAC 40, des métaux précieux sous pression, du cours du platine qui teste un support majeur, le CAD yen. Par rapport à la solution proposée ce matin, les choses se sont confirmées. Les pétroles consolident, le Brent réalise sûrement un pullback sous l'effet d'ailleurs d'une div. Bref, voilà, peu de choses près, toutes les choses que nous allons évoquer, plus comme d'habitude, le tour d'horizon des graphiques intraday H4. Cet après-midi, nous attendons à 16h des statistiques immobilières aux États-Unis. C'est aussi un indicateur qui est proposé par la NAHB, donc c'est un indicateur voilà, de ce sentiment dans le secteur, immobilier aux États-Unis. Ça, c'est de nature à influencer les marchés actions US et le dollar US. Alors, c'est un chiffre qui va tomber à 16h, je dirais qu'il est d'importance secondaire, mais bon, c'est quand même le catalyseur cet après-midi. Je commence moi par le dollar US pour finalement réaliser que ça devient vraiment un range dans un range. C'est-à-dire que nous avions depuis la fin du mois de janvier un range ici sur notre indice Dow Jones FXM Dollar Index entre 11 750 et les sommets de l'année 2009 qui sont ici à 11 854. Et sur le très court terme, nous sommes installés dans un petit range en plein milieu du range plus important entre 11 769 et 11 810. Mais d'une certaine façon, depuis le 12 février et la publication des ventes au détail décevantes aux États-Unis au mois de décembre, globalement le dollar US a tendance à reculer face aux devises européennes, mais pas seulement. Alors, face aux devises européennes, forcément l'euro, le GBP, c'est ce qui vous intéresse le plus. Je commence par le graphique intraday en données 4 heures de la paire euro-dollar, et je vais simplement vous proposer la continuité du discours que nous vous avons proposé ce matin. À savoir le fait que le marché s'est montré relativement serein hier à l'absence d'accord, en tout cas rejet par la Grèce et son ministre des Finances et le gouvernement de Tsipras de la proposition faite par l'Eurogroupe, repoussant finalement les négociations. Elles se poursuivent. Prochaine réunion de l'Eurogroupe vendredi prochain. Mais globalement, en étudiant les cours et le taux de change de l'euro-dollar, on a eu finalement hier un simple trou d'air. Le support a tenu. Ligne de tendance haussière. Je vous ai ce matin fait un argumentaire autour de la MM 20 jours. Je ne vais pas le refaire, mais si vous souhaitez le revisualiser, la vidéo est disponible et sur le site et sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Mais ce qui importe, c'est bien sûr la pente maintenant que prendra cette moyenne mobile, sachant que les cours l'ont brisé à la hausse. L'euro-dollar a donc tenu un support ici à 1,1320. Et en étudiant ici uniquement les bougies japonaises en données 4 heures, je vous rappelle que les signaux sont donnés en cours de clôture, donc nous avons à 15 heures, depuis 22 minutes, bénéficié d'une nouvelle clôture. Qu'est-ce que nous dit cette clôture de 15 heures? C'est que d'une part, nous avons en effet refranchi les 1,1380 et une cible évoquée ce matin a été atteinte. Il s'agit de ce niveau que je vais d'ailleurs positionner avec vous ici, le niveau des 1,1442 $. Alors forcément, vu l'action des prix, j'aurais tendance à dire que c'est un niveau qui est susceptible d'être franchi, mais pour le moment, le signal n'est pas donné. On peut étudier ici en données 4 heures une oblique que je fais apparaître ici en très fin, c'est vraiment une oblique chartiste qui bloque la progression des cours. Elle passe à 1,1415. Alors, j'aurais tendance à voir aussi à 1,1415 une résistance intermédiaire. J'aurais aussi tendance à penser que désormais les 1,1380 sont un niveau de support. Forcément, envisager ce matin une stratégie positive pour viser 1,1440, 1,1480 et 1,15. On atteint la première cible, c'est 1,1440. On n'est pas forcé de déboucler toute la position, mais en tout cas c'est un objectif de cours qui a été atteint. Mais le biais reste quand même globalement positif. Au-dessus des 1,1380, je continue de privilégier finalement la possibilité de voir l'euro-dollar franchir les 1,1440 et puis rejoindre 1,1480 et le niveau des 1,15. Donc sur l'euro-dollar, concrètement, un peu de choses près, je n'ai pas changé d'opinion par rapport à ce qui a été proposé ce matin. Alors le GBP USD, ça patine un peu.
D'ailleurs, vous observez au contraire que l'euro GBP, c'est une conséquence, hein, tient un support à 0,74. Le GBP USD, bon, il est toujours au-dessus d'un support à 1,5320, mais il a du mal à confirmer. On a plutôt une situation qui s'est neutralisée. Et finalement, moi j'avais raisonné de cette façon-là. Vendredi, j'avais attrapé cette jambe de hausse, reportée au point bas de la conso, donnant finalement une première cible à 1,5420, puis ensuite 1,5480. Bon, on a testé ce matin ce niveau des 1,5320, ça a du mal quand même à tenir. Il y a un indicateur de tendance que je surveille ici, MM20. Bon, forcément, aujourd'hui, elle est un peu plus sous pression. Pourquoi? Parce que l'euro GBP, lui, euh, tient 0,74. Alors, ça peut être potentiellement intéressant, mais là aussi, c'est pas hyper dynamique. Globalement, il y a beaucoup de ranges en fait sur le marché, hein. Je vais vous présenter tout à l'heure le CAC 40 que j'ai tenté de décortiquer sur la base du graphique intraday H4 pour voir en fait que c'est plus ou moins des extensions à droite à gauche qui commencent à encadrer les cours. Bon, l'euro GBP, ce qui est sûr, c'est qu'il tient 0,74. Est-ce qu'on peut envisager une reprise en direction de 0,7550 sur le court terme? Même si on tient 0,74, même ce marché s'est installé dans un range. Et finalement, le marché pourrait très bien rester enfermé entre 0,7372 et 0,7458. Mais bon, voilà, le niveau des 0,74 tient. Le seuil, je dirais, à surveiller sur l'euro GBP, c'est 0,7460, 0,7458. Car en effet, si le marché parvient à le franchir, c'est bullish pour l'euro de manière générale, en fait, sur le court terme. Et finalement, si l'eurodoll devait parvenir à atteindre les 1,15$, pourquoi pas envisager un euro GBP en mesure de rejoindre ici les 0,7560. Bon, la paire de devises peut aussi tout à fait rester dans un range. Donc pour conclure sur l'eurodoll, on a eu 3 chandeliers ici tout à fait intéressants, avec au point de départ de la reprise cette ligne de tendance haussière ici en données 4 heures. Une première target a été atteinte à 1,1442 et maintenant il faut la casser pour envisager davantage. Si le marché ne la casse pas, on peut parfaitement rester enfermé être capé par cette résistance, mais soutenu ici par cette oblique. Et là aussi, on s'installe de part et d'autre de cette MM20. Donc voilà, en tout cas, bon, on a quand même un biais plutôt positif ici sur l'eurodoll. Alors voilà, j'invente pas malheureusement la situation, mais des ranges se créent un peu partout. Alors au passage, étant donné que c'est un article qui va bientôt arriver sur le site, vous avez en effet les cours du platine qui testent un support majeur. C'est la 3e fois que le marché revient dessus à 1176$. Bon, c'est un niveau de support majeur, alors qui dit niveau de support majeur, potentiellement rendre intéressant une stratégie positive, une stratégie haussière. En tout cas, on sait où positionner son stop. En tout cas, voilà. Parmi les métaux précieux, il y a ça. En ce qui concerne justement le reste des métaux précieux, bah écoutez, moi je suis revenu ce matin sur l'argent en disant que j'abandonnais toute vue positive sur les cours de l'argent depuis la cassure ici des 17$. Donc voilà, je n'ai pas changé d'opinion dessus. Et comme évoqué ce matin, je n'arrive pas à me repositionner sur les cours de ces métaux précieux par rapport à leur dynamique sur le court terme, or et argent. Je préfère là, je suis complètement neutre, c'est un choix. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à y voir clair là sur les métaux précieux sur le court terme, ils sont même plutôt sous pression. Et lorsque vous prenez finalement même les cours de l'or, on revient tester ici cette ancienne oblique. Les cours avaient tenté de la préserver une première fois vers le 11 février. C'est vraiment une mauvaise chose finalement qu'on soit resté capé par cette résistance. Le marché retombe violemment dessus. Jusqu'où peut-il retomber cette once d'or, revenir tester les 1200$, éventuellement les 1186$. Une ligne de tendance haussière en place depuis le 7 novembre 2014, peut-être. C'est une des possibilités. En tout cas, pour le moment, les métaux précieux sont plutôt sous pression. Ça, c'est une évidence. Et je dirais que ce n'est même pas du fait du dollar US, puisque globalement, lui, il est neutre, le dollar US. Par contre, voilà, vous avez en effet la possibilité d'exploiter un support majeur à 1176$ sur les cours du platine. Les pétroles sur le court terme consolident. Alors, lorsque j'étudie notamment le Brent, il y a en effet sur notre forum Adrienne qui a mis en avant une divergence négative ici, bien visible sur ce chart intraday H4. Elle est propre, elle est active d'ailleurs. Elle est active. Donc, ce qui signifie que je pense que nous pouvons envisager sur le Brent un mouvement de retour en direction des 59-58. C'est un support. Et potentiellement intéressant. Alors, moi, ce qui me plairait en fait sur le Brent, ce serait de voir les cours revenir tester le support des 59-58.
peu près perdre 2 dollars. Et puis donc nous avons ici le rôle de cette moyenne mobile à 20 jours, mais il y a un écart important, elle passe à 54 dollars. Ça peut être intéressant d'ailleurs de vous tourner vers l'indicateur de disparité relative à la MM 20 jours pour voir si les cours ont la possibilité de se stabiliser avant de tester cet indicateur de tendance. Ça, c'est un travail que vous pouvez faire de votre côté en téléchargeant l'indicateur depuis notre site FXM Apps. Vous avez eu une présentation la semaine dernière, c'est gratuit de télécharger cet indicateur. Mais en tout cas, il est tout à fait possible d'envisager un test du support des 59-58 sous l'effet ici d'une divergence négative que vous pouvez voir ici de manière aisée. Alors, pour les identifier, je vous rappelle qu'il faut passer en cours de clôture. Donc je passe ici en cours de clôture puisque lui-même l'indicateur RSI a un nouvel incrément de prix uniquement basé sur les cours de close. La div s'est faite sur la tentative de casser les 61,90. Et finalement ce petit top résiduel à 62,20 était contredit par l'indicateur. Vous la voyez ici la div. Donc là aussi je pense qu'on peut en effet revenir sur un niveau de support. Et lorsque je vais utiliser les cours de clôture, eh bien en fait le niveau de support se situe plutôt vers 58,68 en prenant les cours de clôture. Donc l'idée c'est quoi? Les cours retombent vers 58, 68, 59 dollars. Et en fonction du positionnement de l'indicateur et de la MM20, envisager ensuite la suite des événements. En tout cas, c'est un support qui à terme m'intéressera plutôt pour une stratégie de repositionnement dans le sens du rebond technique. Donc voilà, cela je le surveille vraiment à l'avance. Mais pour le moment, je pense que les cours peuvent retomber dessus. Et c'est finalement exactement la même vision que nous pouvons avoir sur le WTI. Une jambe de hausse. Je pense que nous faisons ici à l'intérieur une structure en triangle rectangle ascendant. Dans un triangle héliotiste, de manière générale, on évoque 5 temps à l'intérieur. Un premier temps, un second temps, un troisième temps, un quatrième temps. Je pense que nous sommes rentrés dans probablement ce qui pourrait être le 5e temps au sein d'un range délimité par la résistance à 54 dollars et la MM20. Alors l'idée c'est d'exploiter la partie basse. Donc vous l'avez compris, je pense que retendre vers les MM20 peuvent offrir des opportunités de se placer dans le sens du rebond technique. Pour savoir si les cours peuvent précisément tester l'indicateur de tendance ou s'en approcher, et bien là il faut utiliser l'indicateur de disparité relative, le spread relatif entre les cours et l'indicateur de tendance. En tout cas, voilà donc ce topo que je pouvais vous proposer sur l'énergie. Et en remettant en avant donc ce support majeur sur les cours du platine à 1176 dollars. Eurodoll, GBP, USD, bon, vous avez compris plus ou moins le principe. Maintenant ce matin, moi j'ai évoqué le cas de figure du CAD Yen avant de vous parler des indices boursiers. Le CAD Yen me plaisait depuis la semaine dernière, depuis que cette paire de devises était en mesure de tenir les 94,60. On a fait une belle accélération depuis ce matin. Je pense que nous avons un nouveau support d'ailleurs que je vais positionner qui se trouve à 95,50. On tape une résistance ici, les 96,09. Potentiellement elle est susceptible de finir par être franchie, mais pour le moment voilà où nous en sommes. 94,50, c'est globalement 95,50 un nouveau support. Qu'est-ce qu'on peut envisager ici? Alors moi j'aurais tendance à travailler le mouvement de cette façon. Je vais utiliser juste ici une extension. Je vais attraper cette jambe de hausse qui est la jambe la plus récente au point bas de cette conso. Et voilà. Et donc on retrouve sans surprise le 0,618 qui passe pile poil à 96 qui correspond à ce niveau chartiste. Donc quand chartisme et extension se rejoignent, forcément ça donne beaucoup plus de poids au niveau technique. Et d'une certaine façon sur le CAD Yen, pour vous donner un ordre d'idée, les 96,06 c'est un niveau de résistance peut correspondre par exemple à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'eurodoll, les 1,1440, c'est-à-dire qu'en clair il faut que le marché parvienne à clôturer au-dessus pour envisager davantage. Mais je suis confiant globalement sur le CAD Yen et j'aurais tendance à croire que 95,50 est un nouveau niveau de support exploitable. Alors certes, en termes de money management, ce n'est plus l'intérêt des 94,60 dont j'ai beaucoup parlé la semaine dernière. Mais voilà, j'ai toujours tendance à croire qu'il y a plutôt un momentum favorable et que tant qu'on tient ces 94,60, le marché a la possibilité au moins d'aller chercher les 97. Alors, dans le CAD Yen, il y a le CAD, il y a aussi le Yen. Je vous rappelle que la nuit prochaine, il y a une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon, avec forcément un impact sur le Yen japonais. Alors,
Justement, ce que je vous propose, étant donné que c'est la dernière émission que vous allez avoir, enfin, de marché avant la prochaine décision de la BOJ, c'est de passer en vue les paires en yens. Potentiellement, c'est susceptible de vous intéresser avant de revenir aux indices boursiers. Le CAD yen, vous l'avez compris, je pense que on forme ce matin, on a en tout cas donné un signal en accélérant au-dessus des 95,50 et j'aurais tendance à penser que les 95,50 sont donc un nouveau niveau de support et que le marché sera en mesure de franchir 96 pour rejoindre les 97. Maintenant, qu'en est-il du GBP yen? Il est dans une compression. Globalement, il y a deux choses ici qui m'intéressent. Alors le marché forme déjà ici, regardez, c'est ce niveau horizontal ici, hein, à 181,60. Donc ça c'est la partie basse. C'est un niveau de support. Et nous retrouvons au-dessus de notre tête cette oblique de tendance baissière qui attrape tout simplement les tops de marché les plus saillants depuis le mois de décembre 2014. Voilà dans quelle compression se retrouve donc le GBP yen. En ce qui me concerne, je pense qu'on peut exploiter 181,60 en tant que support. Donc, qui dit support dit potentielle stratégie positive. L'idée serait de parvenir ensuite à franchir cette oblique qui coiffe les cours depuis le mois de décembre dernier et de parvenir à rejoindre un niveau proche des 185 yens. Donc, celle-ci, je la surveille. En tout cas, invalidation de cette vue de marché sous les 181,60. 181,60 me semble être un niveau de support attractif ici sur le GBP yen. Tout comme, eh bien, je pense, l'était 94,60 sur le CAD yen et l'est peut-être, mais c'est un niveau intermédiaire, donc avec moins de conviction, les 95,50 ici sur le CAD yen. Alors, l'USD yen, que penser de l'USD yen? C'est pas forcément la paire en yen la plus attractive. On a eu la semaine dernière, on avait une tentative claire d'accélérer ici au-dessus des 119 pour rejoindre les sommets de l'année 2014. Mais on est retombé, je pense essentiellement du fait du doll US, ici depuis le 12 février. Globalement, c'est la partie USD, je pense, qui a été davantage sous pression, parce que on a vu des chiffres qui étaient un peu décevants, inférieurs au consensus. Le marché forme et tient un support à 118,30. Ça fait d'ailleurs depuis le début de la semaine qu'on tient ces 118,30. Il n'y a pas forcément pour autant d'impulsion significative. Mais j'aurais tendance à penser qu'au-dessus des 118,30, il y a une possibilité de relance. Mais si je devais trancher, si je devais, disons, créer une priorité, un ordre de priorité, d'accord? Faire une hiérarchie, un classement, bref. Dans les paires en yens qui me semblent attractives, le GBP yen me plaît, le CAD yen me plaît, l'USD yen au-dessus des 118,30, pourquoi pas, mais avec une conviction quand même un peu moins forte. Alors maintenant, qu'en est-il de l'AUD yen, de l'euro yen et du NZD yen? Ce sont des choses qui sont susceptibles aussi de vous intéresser. Donc on va débuter par l'euro yen. Alors, l'euro yen m'intéressait clairement moins ces derniers temps. Est-ce que cette situation a changé? Eh bien écoutez, globalement non. Alors on a certes un trend de reprise depuis le 26 janvier, c'est certain. Est-ce qu'on a la possibilité sur l'euro yen de revenir tester ce niveau-là à 137,63? Pourquoi pas? Bon, le marché semble vouloir tout de même ici former un support sur ce niveau, mais honnêtement, moi cette construction chartiste me paraît vraiment peu lisible. Alors, on peut avoir le sentiment, vraiment en exagérant sur le plan chartiste, que le marché ferait une espèce d'épaule, tête-épaule inversée. Ou en tout cas, j'aurais tendance à dire que le biais est plutôt positif sur l'euro yen, maintenant au-dessus des 134. Voilà, c'est ce niveau horizontal, on voit que le marché l'a cassé, le reprend, maintenant le retravaille. Et j'aurais en effet tendance à dire qu'au-dessus des 134,13, tant du côté de l'euro que du JPY, ce marché serait susceptible de rejoindre les 137,63. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, on retrouve ici sur ce graphique intraday le niveau des 134,13. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons donné un signal intraday sur l'euro yen? Oui, on peut avoir le sentiment que le marché est sorti par le haut d'un petit drapeau.
un espèce de éventuellement un wedge sur le plan chartiste, hein, mais c'est pas non plus, c'est pas très dynamique pour une figure de court terme. Donc il n'y a pas non plus un. Mais voilà, j'aurais tendance à dire désormais qu'au-dessus des 134, et puis même finalement, il ne faudrait pas réintégrer la figure. Donc finalement, en affinant les choses, j'aurais tendance à dire qu'au-dessus des 135,15, au-dessus des 135,15, on peut envisager un euro-yen capable de revenir chercher les 136,76. Voilà. Bon. C'est une vue de marché, c'est pas non plus une grosse conviction, mais j'ai envie de dire qu'après l'avoir décortiqué ici en temps réel avec vous uniquement sur le plan chartiste, c'est envisageable. C'est envisageable ici comme possibilité sur l'euro-yen. Bon, le CAD yen, je vous en ai parlé, le GBP yen, je vous en ai parlé, le NZD yen. Alors le NZD yen, on est revenu au contact d'un sacré niveau quand même, hein, sur le NZD yen. On teste une résistance. Ça fait longtemps que j'avais pas jeté un œil à mon chart. J'aurais tendance à dire que si vous avez été long, 89-83, c'est tout de même une belle résistance ici sur le NZD yen, hein, c'est ce puissant niveau horizontal que le marché avait brisé ici le 21 janvier. Hein. Donc là c'est sans appel. Il y a sur le court terme un risque, je pense, au contraire de baisse du NZD yen, probablement d'ailleurs du point de vue du NZD, en direction de ce support ici à 88-95. Donc, parmi toutes les paires en yen évoquées, plutôt un biais positif au-dessus d'un certain nombre de supports que je viens de vous proposer sur le CAD yen, l'euro yen ou le GBP yen. Le NZD yen, j'aurais tendance à dire que les 89-83 sont presque une résistance pour une stratégie de vente. Et encore, on va finalement être enfermé dans une sorte de compression. Mais sur le court terme, voilà, retomber ici sur les 88, il y a peut-être, je vois, dans l'immédiat, et c'est ce qu'il y a de plus difficile à prévoir, le rythme de marché, c'est très aléatoire, potentiel de repli d'une quarantaine de pips. Mais c'est un niveau de support qui peut tenir ensuite, et on va comprimer dans cette zone. Et si vraiment on brise cette ligne de tendance ici sur le NZD yen, c'est que cette puissante résistance des 90 restera le facteur technique dominant, comme elle l'est finalement depuis la cassure ici du 21 janvier. Donc voilà, la façon dont je peux vous proposer un décortiquage chartiste ici des paires en yen. On voit concrètement que c'est pas du tout la même structure qu'on a sur d'autres paires en yen. Honnêtement, si je dois faire un choix, vraiment le GBP yen et le CAD yen sont celles qui sont d'une certaine façon mes favorites, au-dessus de certains niveaux de support. Et je trouve que là, sur les 181,60, on a quelque chose d'assez attractif sur le GBP yen, une compression dont en tout cas, je pense que nous pouvons sortir par le haut, tant que le marché préserve ses 181,60. Et enfin la UD yen, et je pense que là j'aurais carrément fait le tour de toutes les paires en yen. Et la UD yen, écoutez, pas grand chose à vous en dire, si ce n'est que dans l'esprit, ça ressemblait à un moment ou à un autre au CAD yen, mais c'est moins dynamique. Bon, on teste ici un niveau à 93,06. Quand bien même le marché accélérerait, il peut en effet rejoindre les 94,56. On peut considérer qu'on a un niveau intermédiaire ici qui se trouve sur les 92,50. Mais là, dans l'immédiat, j'aurais tendance à dire que la UD yen teste plutôt une résistance. Elle me paraît assez, je dirais, neutralisée ici sur le très court terme. Et donc, tout comme le NZD yen, je crains davantage plutôt un repli. Donc, pour faire la synthèse sur ces paires en yen, et je vous laisse tranquille ensuite avec les paires en yen, support à 118,30 sur l'USD yen, je conserve un biais positif au-dessus de ce support. Support à 160 et à 181,60 sur le GBP yen, je conserve une vue de marché positive au-dessus. Et quant au CAD yen, une partie de mon objectif a été atteinte, ça a été les 96,06. J'avais insisté sur un support à 94,60. On a un niveau qui n'a juste qu'une dimension intermédiaire à 95,50. Impératif de le tenir, sinon
les 96,60 sont la fin du mouvement. C'est aussi ce niveau de chartiste, et c'est une extension ici importante à 0,6106. Mais cependant, voilà, 95,50 peut présenter un intérêt. Étant donné que c'est un niveau qui a été cassé ce matin, le fait de revenir le tester peut présenter un intérêt. Alors, voilà donc ce que je pouvais vous proposer pour le moment sur ces paires en dollars. Maintenant, le CAC 40, eh bien, là aussi, c'est du range. Alors, vous l'avez compris, il y a des divergences en données journalières. Depuis, finalement, le début du mois de février, les marchés actions européens sont dans des ranges. C'est parfaitement visible sur l'Eurostoxx 50 ou encore le DAX. Le DAX qui, depuis le début du mois, évolue entre 10 550 et 11 000 points. Le CAC a été un peu plus fort, mais lui aussi finalement n'accélère pas. Alors ce matin, on pouvait avoir l'impression que ça commençait à décrocher, puis ça repart, et en fait ça retombe. C'est typique de ces phases de range où des indicateurs ont besoin de se dégonfler. C'est que le marché oscille entre support et résistance sans phase directionnelle. Donc en l'état, ne vous attendez pas de phase directionnelle dans le court terme. C'est une semaine sous l'angle de la consolidation, sous l'angle de phase de marché non directionnelle sur des horizons de temps qui dépassent un jour. C'est-à-dire qu'au sein d'une même journée, on fait des mouvements oscillatoires qui se neutralisent les uns avec les autres. Moi, je vous invite simplement, sur ces marchés actions européens, à vous intéresser à la jambe de hausse qui a été faite dans la seconde quinzaine du mois de janvier. Je procède de cette façon sur le CAC et sur le DAX. Et lorsque j'étudie, donc j'ai simplement en fait, c'est ici un niveau d'extension de Fibo, j'ai projeté cette jambe de hausse entre 4113 et entre donc 4113 et 4700 points ici sur le DAX, sur le CAC pardon, me donnant cette fameuse résistance à 4770. On retrouve ici le top de 2014 à 4598 et étonnamment 4686 qui sont le point bas de ce matin correspondent en fait à la toute première extension, c'était les 0,236. Donc pour vous donner mon opinion sur le CAC 40, elle est parfaitement neutre. C'est un vrai choix, la neutralité. C'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé qu'en termes de vue de marché, on peut soit être haussier, baissier ou neutre. Mais on n'est pas soit haussier ou baissier. On peut être neutre, c'est un vrai choix. C'est-à-dire qu'on estime que les arguments boules et bear se neutralisent sur un certain horizon de temps. Et ici, en ce qui concerne ce dernier, l'intraday basé sur les chandeliers H4, je pense que le marché est dans un range, désormais, entre ces deux extensions, 4686 et 4770. Les indicateurs daily ont besoin de se dégonfler, les div daily de s'épurer. De quelle forme cela va se produire, eh bien, vous le constatez sur le CAC pour l'instant, dans une espèce de range pas évident à appréhender. En tout cas, 4598, les précédents tops de 2014, je pense que c'est quand même un niveau à terme qui sera préservé. Alors, on peut procéder ici exactement de la même façon sur le DAX. Alors sur le DAX, j'utilise pas exactement la même extension, mais on peut éventuellement tenter de le faire. Sur le DAX, en fait, j'ai attrapé ici, alors je vais les supprimer celles-ci d'ailleurs, et on pourrait se contenter, je vais essayer de procéder de la même façon que sur le CAC, où j'ai tout simplement travaillé en fait en partant du point bas du 15 janvier. Alors je vais un peu nettoyer ce chart qui commence à être un peu trop chargé de toute façon, en faisant apparaître ici le momentum. Alors ici vous retrouvez les précédents tops annuels, donc ça c'est vraiment un niveau de support majeur à 10 094. Je doute honnêtement qu'une consolidation aussi profonde intervienne, ça c'est à peu près, ça me paraît vraiment peu probable. Je vous ai rappelé d'ailleurs que, bon, vous l'avez compris, les marchés actions européens au sein de la classe d'actifs des actions surperforment, mais au sein des marchés actions européens, le DAX surperforme. Il suffit pour cela de comparer les performances dites year to date, donc performances depuis le cours de clôture du 31 décembre dernier. Le DAX est leader. Pas beaucoup plus que le CAC, mais c'est malgré tout lui qui est leader. Alors on peut envisager sur le DAX ce type de canal chartiste. Ici on donnait 4 heures, on voit tout de suite l'intérêt de cette zone là aux alentours des 10 726. Maintenant, pour procéder exactement comme sur le CAC, je vais attraper ici une extension, je vais attraper le point bas, alors attendez, de cette séance du 15 janvier, rappelez-vous le choc de la BNS. Donc je vais attraper le mouvement total de cette première jambe au point bas ici de la conso, et en faisant apparaître tout simplement les premiers ratios et premiers niveaux d'extension, donnant donc un certain nombre de cibles. Alors là c'est aussi intéressant puisqu'on réalise que chartisme et extension se retrouvent.
Premier niveau qui correspond au 4686 du CAC, c'est les 10 850. Vous les retrouvez, hein, regardez, hein, je vais comparer. J'ai fait exactement la même chose. J'ai reporté la jambe de hausse du 15 janvier à la fin du mois de janvier, d'accord, du 15 janvier à la fin du mois de janvier, au point bas de la phase de range qui se déploie depuis ici cette séance du 28 janvier. Donc, en termes d'équivalent CAC DAX, ce matin, c'est le 0,236 ici que le marché est allé chercher. 4686 sur le CAC et ce niveau des 10 850 sur le DAX. Bon, voilà, c'est plus ou moins... On est dans une espèce de range légèrement ascendant. Alors vous trouvez une médiane, c'est pas évident. Et on retrouve donc ici un niveau résistant aux alentours des 11 000, 11 030 ici sur ce marché action allemand. Et j'aurais tendance à penser que nous sommes en plein milieu là de ce range. Par contre, il y a un niveau, je pense, qu'on peut exploiter. Car si la question que vous vous posez est est-ce que, en utilisant des graphiques de long terme, on peut envisager un pullback sur 10 100 points, qui sont les précédents tops annuels, ça me paraît un peu trop profond sur les marchés actions européens, étant donné qu'ils sont quand même bien soutenus depuis le début de l'année. Par contre, voilà, nous avons ici une ligne de tendance qui joint les bas de marché du 28 janvier et du 10 février. Et je pense qu'un test, disons, des 10 630, là, m'intéresserait pour une stratégie positive. Et j'aurais tendance à dire que sous les 11 000 points, le scénario le plus probable est de revenir tester ici cette zone des 10 630 points. Alors, revenir tester ici cette zone des 10 630 points signifie qu'au fond, sous les 4 770, je ne serais pas surpris que le CAC vienne tester, disons, alors on a un niveau horizontal ici que je positionnerai à 4 660. Bon, alors là par contre 4 660, il faut que ça tienne, mais c'est un niveau de support, moi, qui m'intéresserait. En fait, on revient au contact de cette ligne de tendance haussière. Alors, je fais mon possible pour décortiquer sur le plan de l'analyse chartiste ces indices boursiers en intraday ici, mais vous comprenez que c'est forcément pas très évident. Donc l'argent, l'or, j'ai complètement abandonné depuis ce matin la vue positive que j'avais sur l'argent, vous l'avez bien compris, puisqu'elle a tout simplement été invalidée et ces marchés sont sous pression. Alors cependant, malgré tout, on peut quand même essayer d'envisager la suite des événements et je vais quand même vous donner un positionnement sur l'or. L'or, il est parti pour faire quoi? Alors attendez, je vais juste réduire ici ça qu'on y voit un peu plus clair. Cette div ne produit de toute façon plus aucun effet. Ce qui est quand même négatif sur l'or, c'est qu'on a eu ici, on avait eu un signal positif mi-janvier, on retombe comme ça violemment dessus. S'agit-il ici d'une opportunité de se repositionner? Franchement, je suis pas certain. De toute façon, cette ancienne oblique commence à être sérieusement malmenée. Et je pense qu'il faut arrêter de se concentrer dessus. On a tenté de faire un pullback ici le 11 février, mais les cours n'ont pas réussi à relancer. Donc j'aurais tendance à penser que nous sommes toujours plutôt dans une phase encore qui est corrective. Et là, j'aurais tendance même à dire qu'on est en train de casser un support à 1216 sur l'once d'or. Par contre, nous avons sur l'once d'or une ligne de tendance haussière en place depuis novembre 2014. Je pense que le marché peut revenir chercher cette ligne. Et encore, sans grande conviction, mais on voit de toute façon que c'est clairement sous pression, mais franchement, ils sont vraiment pas évidents à travailler ici, même sur le plan de chartiste. On a un niveau horizontal ici aux alentours des 1200 $. Mais voilà, vu comment les cours sont sous pression, j'éviterais de m'y intéresser pour une stratégie positive, sauf avoir un nouveau test de cette ligne de tendance en place depuis le début de l'année. Et comme expliqué en ouverture de ce point de marché, le métal à la fois précieux et industriel, puisque vous savez que le platine est très utilisé dans l'industrie automobile, j'aurais tendance à dire que dans l'immédiat, un support attractif, c'est ce niveau-là. Ce sont les 1176 $ des cours du platine. Tout simplement parce que c'est le niveau horizontal et que c'est le support majeur horizontal vraiment de base, limpide sur le plan de l'analyse visuelle, graphique des marchés financiers. Et finalement, je pense que c'est surtout un niveau en dessous duquel un stop de protection peut être placé, disons sous 1170. Il n'y a pas de mode espoir, on brise 1176, c'est terminé. Donc ça me paraît même raisonnable d'avoir un stop court, car si le marché, si l'intérêt acheteur est vraiment prêt à se repositionner sur ce niveau qui a déjà tenu à une et deux reprises, c'est maintenant ou jamais. Si ça casse, c'est terminé.
Donc si ça casse, il ne faut pas s'acharner. Enfin voilà, en tout cas, bon, c'est là, maintenant que je vous parle, un niveau attractif ici sur les cours du platine, que je constate comme vous. Tour d'horizon des charts intraday H4. La UDCAD. Alors la UDCAD, que vous dire sur la UDCAD si ce n'est que ce marché s'est installé dans un range, parce que globalement, on savait que la UDCAD était globalement sous pression. Sur le court terme, ce sont deux monnaies qui se sont neutralisées. La UDCAD, j'y vois un range entre 96,40 et 97,80. Alors forcément, y voir un range, ça donne envie d'exploiter la partie basse pour une position longue et la partie haute pour une position vendeuse. Mais voilà concrètement dans quoi évolue la UDCAD. Et on a sur le court terme on a entamé un processus de rebond depuis la partie basse du range. Bon, c'est pas non plus très limpide sur le plan de chartisme, mais en tout cas voilà. La UD Yen, je vous en ai parlé tout à l'heure, on teste ici un niveau très important à 93,06. Je pense que si nous observons une cassure haussière des 93,06, c'est pour rejoindre 94,50. Alors, pourquoi pas envisager une stratégie de positionnement stop au-dessus des 93,06, 93,10 exactement pour prendre le niveau précis, car je pense qu'avoir une cassure haussière des 93,10 serait un signal d'accélération ici sur les cours de la UD Yen. Alors en même temps, je repositionne l'euro-dollar parce qu'on voit ici qu'il est sous pression après avoir atteint les 1,1442. On voit que c'est absolument pas gagné. Je reviens sur cette MM mobile que les cours traversent de part et d'autre, mais qui ne s'est pas encore aplati. Ce matin, on testait cette ligne de tendance. Le marché rejoint 1,1440, première cible, sans cassure haussière d'un 1,1440. Le cross n'ira pas plus loin. 1,1380, premier support. Et voilà finalement où on se retrouve. Globalement, ça reste un range. Est-ce que la phase directionnelle qui a commencé ce matin en début de session européenne est terminée? Pour le moment, je pense que 1,1380 peut jouer son rôle de support. On verra bien si les cours retombent dessus. Alors par contre, on a quand même tendance depuis l'ouverture de la session US à observer une reprise du doll US depuis ce niveau des 11 770. Vous avez compris que cela met la pression sur les métaux précieux et clairement l'or est plutôt en train de donner un signal vendeur en cassant les 1216. Bon, la ligne de tendance, elle passe précisément sur les 1190. Possible que le marché revienne ici sur les 1190 sur les cours de l'once d'or. Toujours en vrac, la UD-USD, là aussi, j'essaye d'être au plus près du rythme de marché. J'avais plutôt une vue de marché positive au-dessus des 0,7222, c'était proposé vendredi pour rejoindre 0,7850. C'est pas non plus très directionnel, le marché fait 0,7830, mais globalement on est dans un range entre 0,7623 et 0,7850. Bon, voilà, pas réellement changer d'opinion par rapport à ce qui a été avancé ce matin. Alors la UDNZD, que fait-il? Il y a eu beaucoup de questions sur la UDNZD parce qu'en effet, le cross revient tester ses plus bas ici du 7 janvier dernier. L'idée c'est quoi sur la UDNZD? C'est d'envisager la même chose que ici début janvier. Le marché revient tester les 1,0350. Bon, d'ailleurs il a fait une incursion, 1,0325. Mais finalement ça n'a pas été une incursion non plus d'une extrême profondeur. Alors je pense que si par exemple vous aviez laissé traîner des ordres de positionnement long sur 1,0350, il est encore possible que vous soyez dans le marché. L'idée c'est quoi? Je dirais que vu le positionnement du NZD USD sous résistance et vu le meilleur comportement du cross AUD USD, j'aurais tendance à dire que sur la UD NZD, les 1,0350 peuvent tenir. Et que le marché pourrait revenir tester 1,0428. Le gros niveau, c'est un niveau de long terme, 1,0428. L'idée c'est quoi? C'est qu'en effet si le marché parvient à reprendre un 0,428, à ce moment-là réenvisager une phase de progression. Donc 1,0350, c'était en l'état un niveau d'entrée intéressant, une possibilité d'exploiter hier. Maintenant sur le très court terme, on va être rapidement couvert par des obliques chartistes. Mais en effet, je pense que la première étape c'est de revenir tester ce niveau des 1,0428. Et je pense que le marché en a la possibilité. En tout cas, selon l'analyse technique, je vais défendre cette opinion au-dessus
des 1,0350. Voilà pour la UDNZD, et je pense avoir anticipé des questions sur cette paire de devises. Donc voilà, le CAD yen, je vous en ai parlé dans le tour d'horizon des paires en yen. L'euro AUD. Écoutez, l'euro AUD, ça devient sur le plan chartiste vraiment difficilement appréhendable. D'ailleurs, c'est une paire de devises qui est devenue vraiment pas évidente, je dirais, depuis ici le mois de septembre 2014. Moi, la dernière fois que je me suis exprimé sur l'AUD, l'euro AUD, c'est lorsque les cours se positionnaient au-dessus ici de la moyenne mobile à 30 semaines et au-dessus de ce niveau de support à 1,44. Je pense que l'euro AUD est en train aussi de construire un range entre la MM30 semaine. Alors ici, vous êtes sur un graphique en données 4 heures, mais il s'agit ici de la moyenne mobile à 30 semaines. Et j'aurais tendance à penser qu'au-dessus de cette MM30, le marché peut revenir tester cette oblique. Est-ce qu'on peut y voir une jambe de hausse, un flat, avant une nouvelle jambe de progression en direction de niveau de résistance ici de la mi-décembre? C'est une possibilité, mais globalement, bon, là aussi, la situation est plutôt complexe. Mais j'aurais tendance à penser que l'euro AUD, sur le très court terme, est en mesure de revenir tester un 47,40. Bon, voyez l'idée, on est dans ce range-là, et forcément, je m'intéresse à la partie basse plutôt pour des stratégies positives, mais là aussi, voilà, c'est pas très directionnel. L'Eurocad. Alors, l'Eurocad, que vous dire sur l'Eurocad, c'est plus ou moins la même chose, mais là aussi ça devient sérieusement... non, honnêtement, sur l'Eurocad, ça ressemble énormément à l'euro UD, mais c'est encore moins propre. On a cette jambe de hausse, on fait un flat au-dessus des 1,4078. On est probablement couvert ici par une ligne de résistance. J'aurais tendance à dire que les 1,4078 sont un niveau de support, mais vous l'avez aussi probablement constaté vous-même, c'est un niveau de support chartiste. Qui dit support dit potentiel stratégie positive, mais bon, c'est pas... malheureusement, la plupart des marchés sont en range, hein. J'ai beau en faire le tour avec vous. C'est du range sur l'euro GBP, c'est du range sur l'euro 4, c'est du range sur l'euro AUD, c'est de la grosse compression sur l'euro-doll, même si ce matin il y avait une possibilité d'exploiter la tendance haussière. C'est du range sur le CAC 40 entre 4770 et 4660. C'est du range sur le dollar index entre 11770 et 11810. Il y a des choses intéressantes sur les paires en yen, vous l'avez compris. On a un début de spéculation du côté du yen, notamment parce que les chiffres de la croissance économique au Japon au 4e trimestre ont déçu le marché. Que vous dire sur le GBP AUD, si ce n'est que lui aussi malmène un niveau ici horizontal, un niveau horizontal à 1,9668, mais sans pour autant décrocher. On voit qu'on a fait une clôture H4 dessus, mais on n'a pas pour autant de pression de décrochage. Je suis assez perplexe par rapport au mouvement de marché qui se déploie vraiment ici sur le très court terme. C'est pas... bon, le GBP AUD, j'ai besoin d'une prochaine clôture daily pour vraiment commencer à y voir un peu clair. Et forcément, il y avait un niveau horizontal que je surveillais ici. Le marché a du mal à se reprendre dessus. C'est pas une situation porteuse. Mais bon, par contre, en ce qui concerne le GBP NZD, non pas le GBP CAD, le GBP NZD, il y avait, et je pense toujours, la possibilité d'exploiter ici un niveau de support horizontal à 2,035. Pourquoi pas? Pourquoi pas envisager l'utilisation de ce support à 2,035 sur le GBP NZD? On a une jambe de hausse, un range, et nous serions dans la partie basse du range. Ça ressemble beaucoup à l'euro AUD, à l'euro CAD. Une jambe de hausse, on fait des espèces de ranges. On revient dans la partie basse. Peut-on les exploiter ou pas? Si on utilise l'analyse technique, on peut. Mais vu la façon dont se déploient les mouvements, l'exposition elle est forcément limitée. Bon, en tout cas, voilà ce que je peux vous dire ici sur le GBP NZD. Le GBP CAD. Alors, je repasse par contre sur le Brent. Alors, on voit clairement que
La divergence produit son effet ici sur le GB, sur le Brent. Hein. Les MM20 sont en attente. Bon, ça je vous ai expliqué tout à l'heure ce que je pensais justement du pétrole. Alors forcément, le CAD est sous pression sur le court terme, hein, parce que les pétroles consolident, là aussi. On a eu un signal de vente ici, de court terme, sur le GBP CAD, sans pour autant avoir un puissant décalage négatif. Dans tous les cas, 1,8760, c'est le niveau. C'est un énorme niveau, ce sont les précédents tops. Ici, c'est vraiment cette zone-là. C'est vraiment une zone attractive. Alors maintenant, où chercher à se positionner sur le... et est-ce que les cours forment déjà un support? Là aussi, elle est vraiment pas évidente, cette phase d'orange que le marché fait sur le très court terme. Alors on a peut-être une ligne de tendance ici qu'on peut exploiter sur le GBP4, et encore non, j'ai même plutôt l'impression qu'on l'a brisé. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. J'essaye simplement de monter. J'aurais tendance à les laisser davantage respirer, les paires en CAD. J'aurais tendance à les... Parce que finalement, dans la baisse du pétrole sur le court terme, je n'y vois qu'un pullback sur support. Donc, moi, si le GBP4, je devais y revenir, dans le sens d'une vue de marché, hein, bien sûr, hein, c'est ce niveau-là. C'était le niveau des 1,8756. Donc, j'aurais tendance à continuer à rester plutôt à l'écart, tout comme sur l'USD CAD. Sur le court terme, mais aussi, les mouvements ne sont pas d'une extrême amplitude. Bon, des paires de devises, il y en a encore beaucoup. Je pense que j'en ai couvert un certain nombre. Et pour le moment, cet après-midi, j'ai envie de dire que du côté des paires en yen, on a plutôt une tentative de reprise sur les 118,30 ici sur l'USD yen. Et voilà, bon, pour les paires en yen, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ok, je positionne ici l'euro dollar, le CAC 40 et le CAD yen, et je réponds à vos questions-réponses. Mon speech est terminé, il a duré assez longtemps. Alors, donc, bonjour à tous, je vois que vous avez été attentifs, il n'y a pas énormément de questions. Alors, tout short, bonjour. Alors, apparemment, une sortie de la Grèce de la zone euro n'aurait aucun impact, si je comprends la logique des marchés. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup pour l'instant, enfin, même pas réellement de logique, dans le sens où il y a une forme d'incertitude. Est-ce que ce serait positif ou pas? Positif, pas forcément, parce que ça nécessiterait de toute façon de recapitaliser certaines institutions financières. Ça pourrait être aussi vu comme un signal que finalement cette union monétaire, on peut en sortir aussi facilement qu'on y entre. Je pense quand même que ce serait un choc. Et je pense que c'est une hypothèse qui est globalement écartée, tant par les autorités grecques, en tout cas je pense dans le fond, que par le reste de l'Union européenne. Mais tant qu'il y a de l'incertitude, eh bien il y a de la volatilité. L'image est un peu floue au niveau des graphiques. Alors, en fait, lorsque vous êtes sur la plateforme, lorsque vous êtes dans la salle de trading, vous avez, donc là, vous avez un endroit où vous voyez mon écran. Vous voyez là, vous voyez mon écran. Normalement, en bas à droite, vous avez un bouton HD. Enfin, vous avez un petit bouton en bas à droite du carré où vous voyez mon écran, où vous pouvez personnaliser la représentation graphique, modifier la qualité. Et vous pouvez notamment choisir HD. Donc, faites ce choix HD et vous allez avoir une qualité qui, au bout de 15 à 20 secondes, devrait augmenter. Voilà. Bon, on voit que l'euro-dollar reste... voilà, je le mets en live, l'euro-dollar. Voilà, les trades sont courts finalement. On tient la ligne de tendance, on va chercher un 14,40, on rejette, on retombe. Et puis au final, en l'étudiant bien depuis le 27 janvier, on évolue entre un 12,60, un 14,40, un 14,80. Bon, la nouveauté quand même, c'est que la MM 20 jours n'a pas provoqué, comme les fois précédentes, de violents rejets baissiers. Mais on voit que le marché la travaille. Hein. On s'est plutôt installé pour le moment dans un range ici sur les cours de l'euro-dollar. Alors est-ce qu'on peut exploiter les 1,1380 pour une stratégie positive? C'est franchement pas évident de vous répondre. Est-ce qu'on peut à nouveau exploiter cette ligne de tendance haussière? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autant plus qu'elle va être renforcée par la MM20.
Et qu'au fond, on peut avoir, je dirais, bon espoir que gouvernement grec et Eurogroupe, reste de l'Eurogroupe, finissent par s'entendre, trouver une solution qui soit acceptable. Alors, je vous rappelle que nous avions des statistiques immobilières à 16 heures aux États-Unis. Elles sont plutôt inférieures au consensus. C'est un indicateur du secteur immobilier proposé par la NAHB. C'est un institut national d'études immobilières aux États-Unis. Et pourtant, ça a tendance à soutenir le dollar US. Je pense qu'on a davantage un euro qui est sous pression sur le court terme, puisque si j'étudie le dollar US, non, c'est même le dollar US qui est clairement recherché, en dépit de statistiques plutôt mitigées aujourd'hui à Wall Street. Mais là aussi, je vous rappelle que le dollar US c'est un vaste range 11 750. Ici, vous avez les sommets de 2009 que je vais mettre ici en pointillé, et à l'intérieur duquel nous faisons un petit range entre 11 769 et 11 810. Donc voilà comment je vous propose de faire. Je vous propose d'utiliser la résistance à 11 810 sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Si l'US Dollar Index revient tester cette résistance à 11 810, jetez tout de suite un œil à l'eurodoll. S'il se positionne à proximité de la MM20 et de cette ligne de tendance haussière en place depuis le 26 janvier, pourquoi pas envisager une stratégie positive. Un doll sous résistance confirmé par un eurodoll sur support, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de tout couvrir. Alors le WTI, c'est parti, question sur le WTI. Je jette un œil au cours du platine pour voir si ça tient. Bon, ça se joue maintenant, hein, on comprend que ce soit... Mais voilà, on est vraiment sur le majeur, quoi. Hein. Regardez, voilà le support sur lequel se trouvent les cours du platine. Donc ça tient ou ça casse, mais voilà en tout cas où nous en sommes. Après, personne n'est devin, personne n'a de boule de cristal, mais au moins là, le stop, c'est 1169, pas 1172, faut prendre aucun risque, parce que ça doit tenir ou c'est mort. Hein, où la stratégie n'a pas fonctionné. En tout cas, voilà ce que j'aurais tendance donc à surveiller. Alors, vous aviez une question sur les cours du WTI. Les cours du WTI, vous avez ici, alors ici vous avez une ligne chartiste, mais je vais la changer de couleur. Vous avez surtout la MM20. La MM20 va m'intéresser pour une stratégie positive, au même titre qu'un nouveau test des 58,50 sur le Brent, ça vous l'avez compris. Donc, je pense que le WTI est dans ce range-là. Il est limité aussi par cette résistance, ici à 53. Je vais encadrer le range de cette couleur-là. Donc, le WTI, je propose de s'intéresser à une stratégie positive au contact, pile poil, de la MM20. Donc, l'indicateur a un potentiel de repli, les cours aussi peuvent revenir chercher la MM20. Après, pour une stratégie positive, forcément, je vais davantage m'intéresser au Brent qui était plus fort, mais regardez le Brent. Vous avez une divergence ici standard active en H4. Elle est en train justement de s'épurer, d'accord? Elle s'épure. L'indicateur se dégonfle, retombe aux zones de survente. Pour l'instant, il approche de la neutralité. Je surveille deux choses sur le Brent. D'une part, un niveau de support ici basé sur les cours de clôture à 58,60. Regardez, c'est ce pivot-là. Donc j'aurais tendance à dire que sur le Brent, je recommande l'utilisation de la MM20 jours, positionnée ici sur un graphique H4, et du support à 58,50. Alors, je vous rappelle que pour tous ces contrats, vous devez de connaître les dates d'expiration, hein, avant de vous positionner, notamment si vous utilisez les CFD FXECM. Alors, ce que nous allons faire ensemble, c'est qu'on va aller voir justement ces fameuses dates d'expiration. Et puis, je vais vous rappeler comme ça comment est-ce que l'on fait pour aller les chercher. Alors, voilà. Donc, là, vous êtes sur notre forum, dans la section des dates d'expiration de nos contrats. Je vous mets ça dans le chat. Voilà, hop. Donc vous les avez dans le chat. Alors, US Oil, UK Oil, Brent, WTI. Le WTI, US Oil. L'expiration FXECM, c'est vraiment celle-ci que vous devez regarder. Nous sommes le 17 février 2015. L'expiration a lieu le... Alors attendez, elle a lieu le 18 février 2015. Donc
oubliez le WTI sur le court terme, étant donné que les positions vont être clôturées automatiquement demain soir. Bon, donc finalement, au vu de l'expiration du contrat, de toute façon, demain soir, tout est clôturé. Tout ce que vous avez ouvert. Il faudra attendre le nouveau contrat le 19 février pour envisager une solution. Alors par contre, situation plus intéressante du côté du Brent, le dernier contrat a expiré le 11 février et le prochain le 13 mars. Il y a donc du point de vue de l'expiration une opportunité, une fenêtre temporelle sur le Yucca Oil. Donc c'est pourquoi le WTI ne va pas m'intéresser sur le court terme, mais davantage le Yucca Oil et notamment le support à 58,50 et la MM20. Voilà pourquoi je recommande le support à 58,50 et la MM20 sur le Yucca Oil pour une stratégie positive. Alors, Patrick, question sur le platine. Alors, le platine, il n'est pas... bien sûr, je vous rappelle que toute position doit être modérée. Il n'y a aucun trade évident, aucun trade facile, nous sommes tous d'accord. Il y a ici un niveau de chartiste, d'accord, 1174. Dites-vous bien que le niveau peut tout à fait casser, et ce serait un signal de vente majeur, d'accord. Lorsqu'on a un niveau de support majeur comme ça, généralement la prudence invite à faire quoi? À observer d'une part que ça tient, et d'autre part à briser une résistance. Briser une résistance pour avoir le signal finalement que les cours l'ont tenu. Et j'aurais tendance à utiliser cette oblique ici, qui attrape tous les sommets, ici, sur les cours du platine, sachant que les métaux précieux sont sous pression. Donc j'aurais tendance à dire que pour que le platine s'envole, il faudrait que le marché soit capable de refranchir les 1215. Et voilà, on reteste les plus bas du 22 décembre 2014. C'est, attention, uniquement une stratégie de chartiste. Attention à une chose, jambe de baisse, range. Autant vous dire que si le niveau casse, on coule. On coule. Si le niveau de support casse, c'est carrément toute cette jambe de baisse qui peut être reportée à la cassure du range. Et seule la clôture D1 permettra de trancher. Et alors là, autant vous dire qu'on voit que le niveau est malmené. Donc l'exposition, forcément, il faut la limiter. Le niveau ne réagit pas de la même façon que par le passé. Vous le constatez comme moi. Voilà, c'est un niveau de chartiste. Le marché tranchera. Alors, le rachat sont automatiques sur les indices par fil? Oui, tout à fait. De toute façon, globalement, sur les marchés actions européens, mieux vaut s'intéresser à des niveaux de support qu'autre chose. Je suis tout à fait d'accord. Les métaux précieux sont en effet sous pression et l'or a cassé, tout à fait. Et je pense d'ailleurs que l'or peut rejoindre les 1190. C'est ça qui me dérange du côté du platine. Le platine partage à la fois le statut de métal industriel et de métal précieux. Vu comment les métaux précieux sont sous pression, bon, voilà, petit bémol, mais bon, c'est un niveau de chartiste. De plus en plus de prix au niveau d'un bank run en Grèce. Alors bon, on sait que les banques sont sous pression, on sait qu'il y a eu beaucoup de retraits au guichet, on sait aussi que la Banque Centrale Européenne a élargi ce qu'elle appelle l'enveloppe de liquidité d'urgence aux banques grecques. De toute façon, je ne pense pas que la Banque Centrale Européenne laissera tomber le secteur bancaire grec, où là ce sera vraiment compliqué. Voilà, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive à ce point de marché, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle qu'ici, vous ne trouvez aucun conseil d'investissement et que, bien sûr, vous devez toujours avoir en main votre esprit critique habituel. Merci à tous et à demain donc pour l'émission Wall Street Insider.